Bonsoir à toutes et à tous. Je suis le professeur Ben Hamer, président de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire. Alors, notre rituel Chanel Société de cardiologie online reprend cette année juste après le congrès européen de rythmologie, l'ERA. Je rappelle que ce concept a été mis en place par le bureau de notre société et vise à communiquer the best of après chaque grand congrès international, ce qui permet à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'assister à ces congrès d'avoir le maximum d'informations. L'ERA cette année s'est déroulée à Paris, comme vous le savez très bien, entre le 12 et le 14 avril, et il a accueilli plus de 6000 congressistes. C'est le plus grand congrès de rythmologie en Europe. Et les congressistes, bien sûr, venus des 4 coins de la planète. Alors, comme vous le savez, les sujets phares autour desquels se sont articulées les différentes interventions, il y a en électrophysiologie, c'est l'ablation de la fibrillation atriale et particulièrement l'émergence fulgurante de la PFA qui est en train d'envahir quasiment tous les centres d'électrophysiologie de la planète. D'autre part, en device, ça sera autour du CSP, du Cardiac System Pacing, et du leadless pacing que la majorité des papiers se sont focalisés. Alors pour ce faire, nous avons invité des experts internationaux et nationaux. D'abord les orateurs, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Pierre Jaïs de Bordeaux qui va nous parler des nouveautés en électrophysiologie. Le professeur Marek de Pologne qui va nous parler des nouveautés des devices. Et enfin, Dr Rafiq Chattaoui ici présent avec nous pour nous présenter les études phares qui ont été présentées dans ce congrès. Comme modérateur, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous sur le plateau le docteur Wasf Ayedi de Sfax, bienvenue, professeur Majd Hassin de Monastir, bienvenue aussi, et le professeur Abdeldaim Hagui connu de tous, qui est professeur à l'hôpital militaire de Tunis, un grand spécialiste en rythmologie interventionnelle et président du groupe de rythmologie de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire. Alors pour le déroulement, 2 mots de ce Chanel, on commencera par le professeur Pierre Jaïs, ensuite on passera au professeur Marek, il y aura une petite interruption pour prendre des commentaires et des questions des modérateurs. Puis on terminera sur la présentation du Dr Chattaoui qui sera suivi bien sûr d'un petit débat. Alors je rappelle à nos chers auditeurs qu'ils ont la possibilité d'intervenir sur Internet via le link sur la plateforme Imagine Event. Alors sans plus tarder, on va aller à Bordeaux, je crois, pour écouter la présentation du professeur Pierre Jaïs. Bienvenue et à vous la parole. Merci beaucoup et merci de votre invitation et surtout merci de ce que vous faites. Je trouve que c'est très bien de comme ça pouvoir faire bénéficier ceux qui n'ont pas pu participer. Et donc je vais vous parler d'ablation par cathéter et comme vous l'avez très bien dit, la fulgurante ascension de l'électroporation. Quand on regarde un peu en arrière, il y a ce type d'études où on a comparé l'ablation des veines pulmonaires par le ballon de cryothérapie et la radiofréquence. J'ai choisi l'étude Fire and Ice, il y en a eu d'autres, c'est celle de Karl-Heinz Cook. Et en fait, aucune différence n'avait été mise en évidence. Et pourtant, quand on regarde sur l'ensemble des études, il y a sans doute un petit bénéfice à utiliser la cryo plutôt que la radiofréquence. Et notamment, ça donne sans doute un peu moins de fistules œsophagiennes. Mais ce qui est révolutionnaire, comme vous l'avez dit, c'est l'électroporation qui a été commencée par ces 2 personnes. Et je montre leurs photos parce que je pense que c'est important. Steve Michelson et Alan Zingeler. Steve Michelson, c'est le cardiologue qui a construit le premier générateur d'électroporation dans son garage pour faire de l'ablation cardiaque avec la vision qu'il ferait une procédure par abord épicardique pour isoler les 4 veines pulmonaires, la face postérieure de l'oreille gauche. Dès le départ, ça m'a paru un peu trop compliqué et Alan Zingeler, le CEO de Iowa Approach,
Donc, vous voyez, ça date de 2012, hein, ça fait longtemps, hein. Euh, mais on était assez d'accord sur le fait qu'il fallait faire une approche endovasculaire. Et donc, on a quand même fait des cas chirurgicaux et j'ai été ébloui par l'efficacité et la rapidité de cette électroporation. Donc ça, c'est un patient qui a été traité au Paraguay avec une oreillette gauche gigantesque, 65 mm d'oreillette gauche en parasternale à l'échographie. Et en moins d'une minute, on a une déconnexion complète de toute la face postérieure. On a une expérience similaire à Bordeaux, ensuite chirurgicalement. Et puis, ça, c'était il y a presque 10 ans. Et maintenant, on en est à des essais randomisés contrôlés. Advent a été le premier publié, et ensuite Champion Single Shot, et ensuite BITAIF qu'on a rapporté au congrès de l'ESC en 2025. Et sur Advent et BITAIF, vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre les résultats cliniques à 1 an, le taux de succès à 1 an avec l'électroporation versus énergie thermique. Mais avec Champion Single Shot, il y a une supériorité en faveur de PFA. Et c'est probablement dû au fait que cette étude a utilisé des loop recorders chez tous les patients et donc a été capable de détecter des quantités infimes d'arythmie. Et pour ce qui nous concerne, dans notre consortium européen, on a 77% de succès. C'est intéressant aussi de noter ça parce que c'est très élevé en fait, 77% de succès à 1 an pour une étude multicentrique. Les résultats sont toujours plus faibles dans les études multicentriques. Et je vous ai parlé de Far and Ice au début. Le taux de succès de la RF dans Far and Ice, c'était 65%. Et donc ça a énormément progressé, en partie à cause du protocole CLOSE. Advent a des taux de succès un peu inférieurs à ce que je vous ai rapporté. Et donc, sur des résultats un peu plus en détail de BIT par OXAIF, on n'a encore une fois pas de supériorité de l'électroporation, mais ça va beaucoup plus vite. C'est moins d'1 heure versus plus d'1 heure et demie avec la radiofréquence. Et puis surtout, il y a toujours des sténoses des veines pulmonaires. On a dans cette étude 12 patients. Vous voyez, on est à peu près sur 300 patients dans cette étude, 145 dans chaque groupe. On a 12 patients qui ont des sténoses des veines pulmonaires supérieures à 50%, c'est tout à fait considérable. Et en fait, ça n'a pas disparu, c'est juste qu'on ne les cherche plus. Mais dans BITAIF, on a fait une imagerie systématique 2 mois après l'ablation. Et il y en a, malgré le fait qu'on utilise le système CARTO et avec une localisation qu'on pense très efficace. Ce sont les effets secondaires dont je vous ai parlé, outre les 12 sténoses de veine pulmonaire supérieures à 50%. Donc il y a 2 patients chez lesquels c'est plus sévère et 2 tamponnades contre un TIA avec électroporation. BIT Persistent AF qu'on a présenté au Late Breaking Clinical Trials de IRA du mois d'avril 2026 est une étude randomisée mais non comparative. Les mêmes 9 centres que pour BIT par OXAIF ont été utilisés pour recruter et on a comparé dans les 2 bras avec les 2 énergies PFA versus RF avec le CLOSE Protocol. On a comparé l'isolation des veines pulmonaires avec une lésion de la face postérieure dans les 2 groupes. Et on a randomisé 83 patients. À la fin, il en reste 49 qui sont analysés dans PFA et 32 dans RF. C'est dû au fait qu'on a randomisé 2-pour-1 en faveur de PFA parce qu'on voulait avoir plus de données avec cette énergie pour l'électroporation. Alors, ce sont les caractéristiques baseline qui sont tout à fait classiques, mais vous voyez qu'on a quand même des fibrillations qui sont significatives puisque en moyenne, elles sont là depuis plus d'1 an. C'est la durée de fibrillation ininterrompue. Donc des vraies fibrillations persistantes. Ici, c'est assez intéressant parce que autant pour paroxysmal AF, on avait des courbes qui se
qui étaient toujours alignées l'une sur l'autre. Là, il y a quand même une vraie différence. 65% de taux de succès à 1 an avec l'électroporation contre 55% avec la radiofréquence. C'est d'ailleurs assez consistant avec beaucoup d'autres études. Euh, le, le- pour les fibrillations persistantes, c'est vraiment très important de faire des études randomisées parce que le groupe contrôle avec PVI est souvent très variable. Alors là, notre groupe contrôle, c'était PVI plus posterior wall. Mais euh, si cette différence, encore une fois, c'est non-comparative trial, donc on n'a pas réglementairement le droit de faire des tests statistiques pour évaluer la différence. Mais bon, il y a quand même 10% de différence en faveur de PFA, mais surtout, la durée de procédure avec PFA, c'est 54 minutes contre 124 avec la radiofréquence, donc on gagne 1 heure de temps de procédure, ce qui est tout à fait considérable. Pareil pour LA Dwell Time. Euh, Ensuite, quand on regarde les effets secondaires, il y en a très très peu dans cette étude, alors il n'y a pas beaucoup de patients. On a un spasme coronaire dans le groupe PFA qui n'aurait pas dû arriver parce que c'est une violation du protocole. C'est un patient chez lequel les médecins ont fait une ablation de l'isthme cavo-tricuspide avec de l'électroporation, alors que le protocole spécifiait que ça ne pouvait être fait qu'avec de la radiofréquence. Et ils n'avaient pas non plus utilisé de traitement préventif par injection de dérivés nitrés. Euh, Pardon. Donc au total, on a 2% d'effets secondaires avec pulse field ablation contre 9% avec la radiofréquence. Donc là aussi, il y a une différence qui est quand même très en faveur de l'électroporation. Ces complications, alors ça c'est le hasard, je pense, hein, de accès vasculaires, mais l'ulcération de l'œsophage, ça c'est pas le hasard. C'est bien connu, c'est la version minimale de la fistule. Fort heureusement, ce patient a bien évolué sous alimentation parentérale et inhibiteur de la pompe à protons par voie intraveineuse. Mais quand on rajoute à notre évaluation des effets secondaires les sténoses des veines pulmonaires supérieures à 50%, là, on a 2% versus 19% parce qu'on a 4 patients avec 5 sténoses des veines pulmonaires dans le groupe RF. Donc ça confirme que ça existe bien toujours. Euh, c'est la distribution des sténoses des veines pulmonaires, c'est pas très intéressant. Ça, c'est plus intéressant, ça vous montre l'absence de changement de diamètre des veines pulmonaires avec PFA, alors que RFA, c'est systématiquement plus petit. Et en fait, on a une réduction moyenne donc, qui s'applique sur les 49 patients qui ont eu une ablation par radiofréquence, qui est là et qui est de l'ordre de 17%. Donc c'est quand même assez significatif. Il y a eu d'autres études intéressantes sur l'ablation de la fibrillation que je vous rapporte ici. J'espère ne pas empiéter sur mon collègue qui parle en troisième position. Dans IRA 2026 à Paris, Cornerstone a été présenté par un de mes anciens fellows qui est Shinsuke Miyazaki de Tokyo. Et c'est une étude intéressante parce qu'elle investigue le rôle de l'isolation de la face postérieure de l'oreillette gauche dans les fibrillations long-standing, donc plus d'1 an. Et il y a 512 patients inclus quand même dans cette étude, donc c'est vraiment intéressant. Et on compare l'isolation des veines pulmonaires à une version qui comporte toujours l'isolation des veines pulmonaires, mais aussi l'ablation de la face postérieure de l'oreille gauche. Et vous voyez que les courbes sont complètement superposées. Vous voyez aussi que PVI a un taux de succès énorme. Et c'est souvent le cas au Japon. Peut-être parce que les patients ont un gabarit un peu plus petit que dans d'autres pays. Et je vous rappelle ici donc l'étude CAPLA qui avait retrouvé aussi l'absence de bénéfice à l'addition de l'ablation de la face postérieure de l'oreillette gauche. Mais vous voyez que ici, le taux de succès avec l'isolation des veines pulmonaires est bien moindre. Et c'est une étude australienne. Et puis ça, sont les données dans Manifest que le groupe de Vivek Reddy a publié en 2024.
Et là aussi, alors ça c'est un registre, hein, c'est pas une étude randomisée, c'est un registre, mais il n'y a pas non plus de bénéfice à rajouter la phase postérieure dans le schéma d'ablation. Et donc, c'est quelque chose d'assez consistant. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, il va falloir réévaluer ça avec l'électroporation. Alors, je dis qu'il faut le réévaluer parce que ici, dans Manifeste, c'est de l'électroporation, mais c'est la première étude et c'est un registre. C'est pas une étude randomisée. Euh, donc, on aura, je pense, bientôt d'autres données. Cette étude qui vient de Chine aussi, j'ai trouvé très intéressante parce que elle investigue le rôle de l'ablation de la fibrillation persistante en première ligne, avant même d'avoir un échec de traitement antiarythmique. Elle montre aussi toute la puissance de la Chine sur le domaine médical parce que c'est 17 centres qui incluent. Ils ont été retardés par le Covid, sans quoi ça aurait été beaucoup plus rapide, je pense, les inclusions. Voilà, il y a un peu plus de 300 patients, 160 dans chaque groupe. Ils ont un endpoint qui est assez classique, avec toujours cette même définition de plus de 30 secondes d'arythmie. Ce qui est intéressant, c'est que l'ablation, et en l'occurrence c'est la cryoablation, fait beaucoup mieux que les médicaments. J'ai trouvé cette étude intéressante parce que je suis convaincu que dans nos guidelines et dans nos pratiques, on accorde une priorité aux fibrillations paroxystiques, alors qu'on devrait faire l'inverse, à mon avis. Ce sont les fibrillations persistantes qui exposent le plus au risque de complications et qui devraient être notre cible prioritaire. Euh, mais ça viendra peut-être un jour. Et ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'il y a moins de complications avec l'ablation qu'il n'y en a avec les traitements antiarythmiques. Elles ne sont pas forcément du même niveau de gravité, mais d'une manière générale, ce sont des résultats très favorables. Il y a très très peu de complications. Vous voyez, il n'y en a pas dans le groupe de cryoablation, très peu dans les traitements pour ce qui est de celles qui étaient listées. Les autres sont des complications moins graves certainement. D'une manière générale, je pense que l'électroporation nous apporte une procédure qui est plus facile, plus rapide, mais surtout beaucoup plus sûre. Et il n'y a toujours pas de fistule atrio-œsophagienne rapportée, malgré plus d'1 million de patients traités. Il n'y a plus de sténose des veines pulmonaires. Maintenant, on le sait bien. Il peut y avoir des spasmes coronaires et il faut pré-traiter quand on délivre à proximité d'une artère coronaire. Il peut y avoir des hémolyses qui sont rarement embêtantes. Euh, et donc, euh, euh, Quelques réflexions que je vous livre avant d'arrêter. Clairement, l'isolation des veines pulmonaires, c'est la pierre angulaire de toute procédure d'ablation et elle est maintenant recommandée en première ligne pour les fibrillations paroxystiques. Je pense qu'elle pourrait l'être également pour les persistantes. Dans mon esprit, ça devrait même être une recommandation supérieure par rapport aux paroxystiques où on a le temps finalement. Et après, quand on utilise la radiofréquence, le close protocol, c'est le meilleur parce que c'est non seulement le contact force et ablation index, mais aussi la distance entre chaque tir. Et ça, c'est important pour éviter les reconnexions. L'électroporation est vraiment supérieure aux énergies thermales sur le plan de la sécurité. Et l'isolation des veines pulmonaires est suffisante pour être très efficace pour plus de 80% des fibrillations paroxystiques. Une notion intéressante qui est en train d'arriver, qui est la charge en arythmie résiduelle après l'ablation. Je pense que la définition de 30 secondes d'arythmie pour décider si on a un succès ou un échec va disparaître au profit de la charge en arythmie qui est beaucoup plus relevante et pour laquelle il y a des implications sur les cardioversions, les hospitalisations les risques, et notamment les risques d'accidents vasculaires cérébraux. Vous savez qu'il y a d'autres technologies, je vous montre ici le ballon de Volt, Abbott, et puis je vous montre également cet effort ici par Arga Medtech, parce qu'ils ont un générateur
qui produit une onde sinusoïdale alors que toutes les autres sont rectangulaires. Et ça a son importance. Il y a notamment moins d'harmoniques. On peut rentrer dans le détail s'il y a des questions là-dessus. Mais le vrai challenge, c'est les FA persistantes. Et c'est là qu'il faut qu'on fasse mieux. Je vous donne ici quelques éléments qui me font penser que je peux me limiter à l'isolation des veines pulmonaires quand l'oreille gauche n'est pas trop dilatée, 50 mm, c'est souvent retenu, quand il n'y a pas d'autres problèmes cardiaques, quand il n'y a pas de diabète, d'insuffisance rénale, quand c'est moins de 1 an, quand le voltage est préservé en V1, ça c'est pas quelque chose que tout le monde regarde, mais c'est important. Et mon expérience, c'est que quand il y a un flotteur commun, en plus de la fibrillation persistante, qu'on voit de temps en temps, c'est le signe qu'il n'y a pas un trop gros remodelage et qu'on peut se contenter de l'isolation des veines pulmonaires sans rien rajouter. Et dans les autres cas, mon approche favorite, c'est certainement d'ajouter à l'isolation des veines pulmonaires. Alors, ce n'est pas une roofline parce que ça se fait en électroporation plus bas, c'est intéressant. Ça évite le septopulmonary bundle, qui est une zone difficile à ablater. Et comme avec l'électroporation, il n'y a pas de risque pour l'œsophage, c'est intéressant de se placer très bas au niveau des veines inférieures. Et puis, c'est également de combiner l'isthme mitral, auquel on associe chaque fois qu'on le peut à l'alcoolisation de la veine de Marshall. Et dans cette étude chinoise, à nouveau, qui est très bien conduite, très solide, il y a un bénéfice par rapport à la seule isolation des veines pulmonaires, à une approche combinée. C'est ce que nous avons trouvé à Bordeaux aussi, avec 20% de différence en faveur du plan Marshall, comparé à la seule isolation des veines pulmonaires. Et puis on a maintenant des outils fantastiques pour le faire, ça c'est le système Affera, qui marche très très bien sur l'isthme mitral, beaucoup mieux que le système Farapulse dans mon expérience. On a aussi donc des stratégies qui sont basées sur les électrogrammes, avec notamment Volta. Et malheureusement, les résultats sont contrastés. Ça marche sur la fibrillation, mais au total, on a plus d'arythmie atriale organisée après ce type d'ablation parce que je pense que les signaux que l'on recueille avec les cathéters disponibles actuellement sont très artefactés par les composantes Farfield à proximité et qu'il faudra en fait des systèmes plus sophistiqués comme celui de CoreMap pour faire le mapping de la fibrillation. Ça, ce sont les signaux CoreMap. Ça, ce sont des signaux avec un HD grid. Vous voyez que la complexité disparaît complètement quand on utilise les bonnes électrodes qui sont toutes petites avec des espaces interélectrodes très modestes. Et on a la même chose avec un cathéter pour lequel je contribue chez Biosense Webster, qui n'est pas disponible, mais qui le sera bientôt, j'espère. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. On peut discuter après si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup, professeur Jaïs, pour cette très belle mise au point, ce beau tour d'horizon. Là, je crois qu'on va passer en Pologne au professeur Marek. Welcome to our webinar. We are delighted to hear your contribution regarding the latest device and pacing news. The floor is yours, Professor Marek. Thank you. Thank you for inviting me to your webinar. I will try to share my presentation. Okay, don't worry, I don't have that many slides, as you can see. Okay, so do you see my slides? Not yet. No, not yet. Yes. Yes. Yes? Yes. Okay, good. So I was asked to talk about these topics: left bundle branch area pacing in patients with AV block, LOT CRT, bifascicular pacing, and his bundle pacing. Quite a lot of topics for 15 minutes. So I will start with left bundle branch area pacing in patients with AV block, and if time permits, I will try to cover other topics as well. I don't know if I have some ability to, okay, my pointer, okay. So let's start with LVVP in AV block patients. As you know, a couple of years ago, we published this MELOS study that was the first really large study of left bundle branch area pacing
the major focus was actually to characterize the study. This study introduced the concept of fascicular pacing. It showed the complication rate. It also honestly showed the success rate that is not that high in heart failure patients. This was an important study for us and for the technique. We decided to do like a kind of sequel to that study that we called MELOS Reloaded. That study was published less than 1 year ago. MELOS Reloaded, in contrast to the original MELOS, did not look at the technique itself. This time, the clinical outcome in AV block patient was the goal. So I would like to briefly show you that study because I believe this is the major update in that area of conduction system pacing. The study looked at all-cause mortality and also other softer endpoints in patients with AV block and over 20% of pacing, so true AV block. And we compared left bundle branch area pacing in 1,600 patients with the same number of RV patients. This was propensity matched group, so they didn't really differ in clinical characteristics. And they were from the same centers, 14 European centers. RV patients came from just before the era of a left bundle branch area pacing, so more or less the same time, no much difference in pharmacotherapy, etc. The same population, same centers. The only difference is, as you see in the picture, the lead, instead of being in the apex, was deep in the septum in substantial percentage of patients, resulting in direct and in the other in indirect activation of left bundle branch block. We expected that this will be better. We were all CSP enthusiasts. However, we did not expect such a huge difference. What you see here at 4 years is 11% absolute difference in mortality. This is huge difference. Explained by the lack of pacing-induced cardiomyopathy in this group, but also what we hypothesize by soft resynchronization in patients who had broad QRS, still didn't have heart failure symptoms, but the heart was not working as it could if the QRS is narrow. But what is especially interesting in that study, and the second major finding, is that when we look at the Kaplan-Meier curves and divided the left bundle branch area pacing into the two major capture types, that is left bundle branch pacing and LVSP. LVSP is pacing around the left bundle but without direct capture. What you see here is that actually lack of capture is closer to RV pacing than true left bundle branch area pacing, and that if you capture the left bundle, you can augment the difference between the RV pacing and left bundle branch pacing from 11 to 14% absolute difference in mortality. So it seems that the degrees of physiology, it is better to be on the left side, but it is much better if you truly capture the left bundle. So this is very strong data. I understand it's not randomized, but it's very robust. It's several centers, very huge group, over 3,000 patients and hard endpoints. So for me, this is the final moment to abandon RV pacing in patients with right ventricular with AV block, because, you know, after 4 years, 11, 14 patients will be dead or alive, depending on your very small decision where are you going to put your pacing lead. If you look at that study, because the details are important, you will see that the patients were pretty representative, older patients with several typical comorbidities, mostly sinus rhythm, but also slow AFib in that cohort. And as you see, half of the patients had broad QRS, different than right bundle branch block. So these patients probably could have benefited for the thing that I called soft resynchronization, although they all had good ejection fraction. If you see the difference, if you make the decision to implant the lead in the left bundle branch area rather than in right ventricular apex, the difference in sensing is basically none, in impedance none, in capture threshold none, in sensing at follow-up none,
In ventricular pacing, none, but there is a small difference in the time of fluoro that you will have to use. So to obtain the benefit in mortality, you have to use 5 minutes of fluoro more. But is this really important for a procedure that results, in a device that is for a lifetime of your patient? I think not. And I also believe that with better tools, perhaps we will be able to shorten the fluoroscopy time with this procedure. If you look at the complications, basically they are very, very similar. Of course, the spectrum is slightly different. There are these complications resulting from the damage to the septum, which are probably unavoidable with this new technique, but they are not that frequent. If you look at the predictors of all-cause mortality in the Cox analysis, you see the usual. Age, of course, predicts mortality, ejection fraction, but this is the major finding of the MELOS Reloaded, and that is the left bundle branch area pacing halves the risk of dying for your patient. So again, the slide from the study. Okay, so that was the update in left bundle branch pacing in AV block patients. Let's talk a little bit about the LOT CRT. This is the hybrid approach where you pace the coronary sinus, like in classical BIV, and you pace also the left bundle branch area. That technique is not that new. Actually, I had the pleasure to introduce the term and the technique as a late breaker in Boston 5 years ago. We used that technique initially, as you can see on the picture, to help in those patients in whom the just pacing left bundle branch or just pacing the coronary sinus was not enough to result in a nice physiological cure. So that was our idea. That was just feasibility study. And frankly, there is not much of an update for you. Of course, we do have some recommendations. For example, we have this consensus paper published last year by ESC, and I was responsible for the part regarding the hot LOT CRT in that consensus paper. But basically what we put there is what we initially were thinking. So when to use that technique, because that's the major question. Well, and we think that the pace QRS, when it's very broad, is some clue that patients may benefit. When the ROF peak time is very long, suggestive of not physiological capture, when there is ugly QRS, strange axis, or maybe when there is no or minimal acute hemodynamic response. So basically what was true 5 years ago during this initial feasibility study is still true, that we use it in case of suboptimal electrocardiographic or maybe also mechanical response to single method of pacing, so either coronary sinus or conduction system pacing. So let me show you an example. So when you have a patient with left bundle branch block, you do BIV pacing, and the QRS basically, if you compare, is not narrowed. You think this is rare situation? No, actually 20-30% of the patients do not narrow QRS after BIV pacing. And then you may think maybe there is no resynchronization, because QRS narrowing is a potent predictor of good resynchronization and long-term clinical benefits. So if it's not there, you may try left bundle branch pacing. And as you see in this example, it immediately results in a much nicer QRS. The time to ROF peak in V6 suggests that in contrast to this type of pacing, that the activation is much faster of the lateral wall. And of course, you can use then fusion because right bundle is healthy and you can obtain completely normal QRS. So that's one way of thinking if you are starting with BIV pacing. But most of us start right now with coronary sinus, with conduction system pacing. So when to add coronary venous lead from starting with this strategy. And this is an example. You see the QRS that was obtained, seems nice in V1, but then if you look at the V6, activation time is pretty long. ROF peak time in V6 is nearly 100. And if you do body surface mapping in that case, this is one of our cases, you see that the posterior wall, lateral wall are still delayed. Also, can we call that resynchronization?
I'm not that certain. So in such cases, and this is pretty nice QRS, sometimes the QRSs are much, much more ugly with left bundle branch area pacing. So in such cases, we add coronary sinus lead because this seems sensible option. And then of course the delay is gone. And the QRS, if you look at it, is nicer. The activation V5 is faster. In V6 is difficult to assess in ECG because of a very bizarre QRS due to coronary sinus epicardial pacing. And also this study adds a little bit to the update. We did this C-SPOT study to answer the question when to add the CS lead when you do left bundle branch area pacing. And basically what we have found is that in many patients, the left bundle branch capture type is not this nice V1 with right bundle branch block pattern, but very often we see this. I call that deep septal pacing, functional deep septal pacing, because sometimes you are on the left side and yet the QRS looks very ugly because there is scar and the activation preferentially goes to the right despite that you are on the left. So in such cases, we found that yes, when there is a DSP pattern, it is good to add the coronary sinus lead and the acute hemodynamics improves. And the second thing is when the baseline QRS was very, very broad QRS suggests that there is something more, not only focal block, but also the peripheral disease in the conduction system or in the myocardium. And second activation away from the lateral wall might be beneficial. And this is what we have found. If you have a nice narrow QRS, good obtained with left bundle branch area pacing, then there is little good that the coronary sinus lead can do. But when you have a broad QRS and what you have obtained with left bundle branch area pacing is an ugly QRS, then yes, there is an improvement from adding coronary sinus lead. So this is the results were more or less intuitive, and this is what we have found with the C-SPOT study that was a kind of Lozziati study. And here you see a typical example. So this was what was obtained with left bundle branch area pacing. You may think that this was because the lead was not deep enough. No, the lead actually perforated on the other side. And still there was a QS in V1, no terminal R. So still the left ventricle was delayed related to the right ventricle. And then if you want to have this nice V1, what you need to do is add coronary sinus lead and produce this kind of hybrid pacing. Another way to look if your pacing is optimal, thing I do on a routine basis in my lab is to have a central blood pressure measurement during pacing. So kind of hemodynamic invasive measurement. So, and you see here a nice thing that I call on-off phenomenon. If you have a left bundle branch area pacing and you switch it off, you see the blood pressure drop. If you have left bundle branch block and you turn on left bundle branch area pacing, you had immediate beat-to-beat increase in blood pressure. And if I see that, I know that probably most likely I did a good job in terms of resynchronizing the patient, the QRS. And then I do not add coronary sinus lead. If I do not see that effect, I do add coronary sinus lead in the CRT patient. And the final thing that I maybe will have time to say a couple of words is the new method of pacing that I kind of proposed recently, and I call it bifascicular pacing, because it is nice to pace proximal left bundle. We all like that, but it is very difficult to obtain in patients with scar fibrosis, even in healthy patients, because the proximal conduction system is in a very fibrous region, and it's not so easy to get through. So very often we just pace fascicles. I believe that fascicular pacing is even more than what we found in MELOS, so more than 70%. This may not matter that much in a healthy heart, but in patients with heart failure, it may matter a lot. So what you see here is the activation during the single fascicle pacing and bifascicular pacing. Look at single fascicular pacing. If you have left superior fascicle pacing, then there is a delay. Where? In the posterolateral wall, of course, because the area of the inferior fascicle is activated late. If you pace inferior fascicle, where do you have delay? You have delay in the superior part, because the superior fascicle is not activated at the same time. But if you activate both fascicles with two leads, what do we see? We see a homogeneous activation, and even the right ventricle is activated more homogeneously and faster. So we have two fascicles for a reason, and I believe this is important. We see proofs of that from the ECG point of view and from the echo point of view.
So look at this QRS. This is a patient with broad QRS, nearly 200 milliseconds. We want to resynchronize him. So we pace inferior fascicle. Well, it looks not that bad. We may be happy. But then if you look at AVL, what do we see? Long time to RF peak and repolarization abnormalities, exactly indicative that the superior part of the lateral walls is delayed. Okay, so we pace the superior fascicle. And again, QRS seems improved. But then if you look at the V6, what do we see? The same. Long time to RF peak time, almost 100 milliseconds, and huge repolarization abnormalities suggestive of delay in that area. So let's pace both fascicles. And now we see that both AVL and V6 look good with short activation time. QRS even visually is much more nice and much more physiological than single fascicle pacings. And if you look at the metrics, now the QRS from 190 went to 100. So basically it is normal. If you look at the QRS area, which is a nice marker of synchrony, electrical synchrony, it also improves when you pace both fascicles. So 2 leads, when you count, it's a kind of surrogate for proximal conduction system pacing. And you cannot get proximal left bundle, or if there is a distal block in one of the fascicles, then 2 leads instead of 1 can do the job. The ideal candidate is a patient who has atrial fibrillation, does not need defibrillation lead. So basically a CRT patient with chronic atrial fibrillation. Why? Because we want to limit the number of leads. And we have to use 1 extra lead, so taking away other leads helps a bit to make this decision and implement this method of pacing. I don't have time to go into details, but actually this is not only ECG that improves, but if you look at the echo, it also improves, and bifascicular pacing produces superior synchrony and superior mechanical performance of the heart compared to single fascicle pacing. I don't know if I have time for his bundle pacing, probably not, because 15 minutes is already gone. So maybe I will skip the part about the updates in his bundle pacing. Thank you very much. Thank you, Professor Marek. So we will take some questions and comments from moderators. Aussi, on va poser peut-être quelques questions et des commentaires pour le professeur Jaïs. Je vais commencer par ma gauche, le professeur Hagui, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques commentaires et des questions au professeur Jaïs. D'abord, j'ai bien aimé votre modestie. Après au moins 27 ans d'expérience en matière de l'ablation de fibrillation auriculaire, the few things I know. À propos de la fibrillation auriculaire, c'est vrai, ça reste très mystérieux. Et ça évolue sur le plan technologique, sur le plan concept, sur le plan physiopathologique. Mais on reste toujours sur la base, c'est l'isolation des veines pulmonaires qui reste le pierre angulaire en matière de l'ablation. Après, cette année, on a essayé de tester, est-ce que le fait de faire la boxe, ça ajoute quelque chose? Apparemment, ça n'ajoute pas, au moins chez les Japonais peut-être. Sur ce point, est-ce qu'on a regardé la fibrose, le taux de fibrose au niveau des oreillettes, surtout si on a utilisé des systèmes de mapping UHD, parce que ça peut changer aussi dans notre pratique. Et puis, une autre question, en fait, les études, c'est cinquantaine de patients dans chaque bras. Est-ce que vous ne trouvez pas, c'est pas assez nombreux pour tirer des conclusions entre la radiofréquence et la PFA? Oui. Voilà, la certitude que PFA, ça va plus vite, il y a moins de complications, mais en termes de résultats, pour le moment, on va dire que c'est match égal. Quels sont vos commentaires sur ces réflexions? Merci beaucoup. Je pense qu'il est important de rester modeste quand on parle de fibrillation atriale parce que ça fait maintenant plus de 100 ans que cette arythmie est étudiée et qu'on ne comprend toujours pas comment ça tourne. On comprend maintenant mieux l'initiation, mais la perpétuation, on ne sait toujours pas. 50 patients, c'est effectivement très peu, et c'est pour ça que l'étude BITAIF sur les FA persistantes n'était pas comparative.
Elle avait juste pour but d'avoir quelques données pour pouvoir construire une étude comparative. Il est précieux de savoir qu'on a 10% de différence dans le taux de succès. Je suis assez convaincu qu'avec les outils les plus récents, on doit pouvoir démontrer une supériorité. D'ailleurs, l'étude Sphere AF que Ella Danter avait publiée il y a 2 ans était pas loin du tout de montrer cette supériorité. C'était avec le système Afera. Et après, la fibrose, le degré de fibrose, c'est certainement un élément important, mais les approches qui visent à détruire ces zones de fibrose sont pas entièrement convaincantes dans mon esprit. Il y a eu des données, disons, disparates à ce niveau-là. Et une des difficultés, c'est d'éviter les tachycardies atriales post-ablation. Et ça, on n'a pas encore de bonne stratégie, que ce soit guidé par des électrogrammes fragmentés ou par de la fibrose ou par des électrogrammes fragmentés en rythme sinusal. Je crois qu'on n'est pas tout à fait prêt à avoir quelque chose de très solide, mais ça viendra peut-être, notamment avec les nouveaux outils d'ablation. Merci beaucoup, professeur Jaïs, pour cet excellent tour d'horizon concernant l'électroporation. En fait, on est en train de parler de l'électroporation depuis des années. Selon les études, c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus efficace, avec une courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus facile, avec des durées de procédure qui sont beaucoup plus simples, qui sont beaucoup plus courtes. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du changement de certaines recommandations? Est-ce qu'on est en train d'aller vers des procédures qui ne sont plus personnalisées? On est à l'ère quand même de la médecine qui est personnalisée. Est-ce qu'on est en train d'aller vers une procédure unique pour tout le monde? On va directement vers une électroporation avec isolation des veines pulmonaires. Et est-ce que cela va nous encourager aussi à aller beaucoup plus rapidement vers l'ablation avant même le traitement médical? Oui, alors la deuxième partie de votre question, ça j'en suis sûr. Et notamment, ce qui me désespère à chaque fois, c'est quand les patients ont de la fibrillation qui est devenue persistante et qu'on attend 1 an ou 2 ans avant d'en parler aux gens qui peuvent en faire l'ablation. Ça, c'est vraiment une perte de chance pour les patients. Le changement dans les recommandations, je suis certain qu'il va intervenir et que l'électroporation aura une belle place dans les recommandations futures. Et après, avoir une approche tailored versus something, versus quelque chose qui est la même stratégie pour tout le monde. Je crois que ça va dépendre un peu de ce que l'on est capable d'inventer pour comprendre les mécanismes de la fibrillation pour chacun de nos patients. Si on arrive à faire cet effort-là, et c'est possible, les cathéters que je vous ai montrés ou les systèmes que je vous ai montrés à la fin de ma présentation de chez Cormap ou de chez Biosense Webster ont, je pense, le potentiel pour avoir une approche qui est vraiment unique pour le patient. Donc possiblement, je ne crois pas qu'on soit encore là, mais c'est probablement quelque chose qui va fonctionner dans les, disons, les 2-3 ans qui viennent là. Ok. Merci à vous. Donc ce qui sort a priori de l'ERA cette année, c'est que véritablement on est à un moment charnière de l'électrophysiologie cardiaque. Et on a l'impression que l'électroporation n'est plus simplement une technique promoteuse, mais elle rentre petit à petit dans les mœurs, pour ne pas dire dans une phase de standardisation clinique. Oui, Est-ce que vous pensez, à l'heure actuelle, en 2026, on est en train complètement de balayer la cryoablation à la radiofréquence au détriment de l'électroporation? Est-ce que viendra un jour, on parlera uniquement de l'électroporation? On a eu quelques éléments de réponse dans BETA-F, paroxystique l'année dernière. C'est vrai, on gagne en termes de temps. On gagne en termes de sécurité, c'est important, mais en termes d'efficacité, il y a quasiment un match égal. Puis bien évidemment, cette année, dans l'étude de BETA-F persistante, encore mieux, est-ce que, c'est vrai, on a l'impression de basculer vers une nouvelle dimension, beaucoup plus dans la phase persistante? Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis convaincu que l'électroporation est en train de s'imposer à un rythme qui est tout à fait spectaculaire
En fait, c'est l'adoption la plus rapide de tous les temps en cardiologie interventionnelle. Ça a été plus rapide que le stent, pour vous donner une idée. C'est absolument massif et je pense que c'est justifié. Et dans mon esprit, c'est essentiellement justifié parce que c'est plus sûr. Et le fait de ne plus avoir à redouter de fistules œsophagiennes, ça c'est vraiment, même si c'est une complication rare, c'est vraiment très précieux. Et si j'étais un patient, on ne me ferait pas d'ablation avec de la cryo ou de la radiofréquence à cause de ce risque-là. Et après, il y a beaucoup d'autres bénéfices, mais c'est pour moi l'aspect le plus important. Donc oui, c'est en train de s'imposer clairement. Ouais. D'accord. Deuxième question. Vous parlez dans la deuxième partie de votre présentation des études Cornerstone en manifeste PF. On a l'impression qu'on se dirige vers une simplification des procédures, des stratégies. Est-ce que, pour rebondir par rapport à la remarque de Dr Hagui tout à l'heure, est-ce que vous pensez que l'isolation des veines pulmonaires reste aujourd'hui le gold standard dans la phase paroxystique, ou faudra-t-il, comme vous le dites un peu, ça reste relativement insuffisant? Donc il reste un peu sur notre fin. Sur les fibrillations paroxystiques, il est rare d'avoir besoin de plus que l'isolation des veines pulmonaires, ça peut arriver, mais c'est relativement rare. À mon avis, c'est moins de 10% des patients. Pour les fibrillations persistantes, c'est plus compliqué et en fait, fibrillation persistante, c'est, je pense, un groupe très mal défini qui est extrêmement hétérogène. Et quand vous regardez les études randomisées comparées de stratégie où on compare le gold standard qui est l'isolation des veines pulmonaires versus l'isolation des veines pulmonaires plus quelque chose, eh bien, le groupe contrôle, isolation des veines pulmonaires seules, a des taux de succès qui vont de 20 à 60%. Donc ça vous donne une idée de à quel point c'est hétérogène. Et ça, c'est la raison pour laquelle c'est très difficile en fait de répondre à votre question. Mais il y a un pourcentage de patients qui augmente comme la durée de la fibrillation ininterrompue augmente, qui nécessite de faire plus que la simple isolation des veines pulmonaires. Et là, on a des progrès à faire. Et il faut qu'on réévalue les stratégies précédentes, maintenant que nous avons l'électroporation qui donne sans doute des lésions plus durables dans le temps. Il faut tout réévaluer, je pense. Rafik, une question. Yes, I have a question for Marek. Nice to see you. And so I like your presentation. So I have two questions for you. So the first question is about LBBA pacing for AV block. So can we say that after Melos reloaded, can we say that the debate is over? I mean, for all patients that have AV block, we have to do CSP pacing, LBBAP pacing. Can we say that for the future, for all the cardiologists that are attending this session? So what the main message that can we tell them? I think that the main message is pretty simple. You should abandon RV pacing. Left bundle branch pacing for these patients is absolutely essential to avoid pacing-induced cardiomyopathy and just to have a mortality benefit. It's not like a completely different procedure. It's a very minor modification of the pacemaker implantation procedure with huge impact on mortality. So that's the message of the Melos Reloaded. Of course, we need the randomized trials to have that in the guidelines, but there are several trials already very, very well advanced, like LEAP trial from Maastricht or OptiPace from China, that we will have results in 1 or 2 years probably. And maybe it will be in the guidelines, but right now it's already in my guidelines, but not in the official guidelines. So the debate is over, but we try to see the randomized study what they are going to tell us. But I think that they will tell us the same thing. It's I believe it's so. definitely the future of the pacing for AV block patient. My second question is about the workflow. So we believe that for to resynchronize patients, we have to have like a certain
potential on V1, V6, and to try to measure the intervals. And is there any parallel between these results and morphological results, like echographic results or result of other tools, I mean echography or ultra high frequency ECG or so on? So to summarize, the question is if there is correlation between the electrical synchrony as we see it in the ECG and other methods like ultra high frequency and the mechanical synchrony. Mm-hmm. And I think that the answer is yes. It's coming from different studies. It's accumulating. We didn't appreciate that area of lack of knowledge before. So we see studies correlating very nicely hemodynamics with the ultra-high frequency. Even if in our small bifascicular pacing study, we see a very strong correlation between the simple measure like DVDT and RF peak time in V6 and the global wasting work or the global strain or peak strain dispersion. So the measure of heart performance and the synchrony are very closely related to simple ECG measures of synchrony, defined as activation time of the lateral wall in lead 1, AVL, V6. The DVDT is the best, a measure in the ECG that we didn't appreciate that well, and surrogate is RF peak time. We can use them, and I believe that the QRS is an excellent biomarker of synchrony. Correlation with the mechanical function is there, although the data are not that strong for this. So for now, we still stick to the parameter that you have very shown that were shown in the consensus paper of last year. So I mean, we still do the measure, the interval, and that will be the end point for a good LBB-AP stimulation. Yes, having capture is one endpoint, but then having a good QRS is another endpoint, because as we are more and more aware, we can capture the left bundle, but if this is a sick left bundle or distal block, you may still have an ugly QRS. So I think both are important. Confirm capture, but also measure the QRS. RF peak time should be short, QRS area should be small, QRS should look nice, there should be no repolarization abnormalities. So probably all of these details are important, so you should have a common sense. Confirm capture, but still want to have a nice QRS with the measures. V6 is probably the most important. Lead 1, per our recent global RF peak time study, seems even more important than lead V6 to assess the synchrony. Alors, pour le professeur Jaïs, j'ai un commentaire et une petite question. On est en train peut-être de trébucher, d'avoir beaucoup de difficultés à avoir de bons résultats. À mon avis, parce qu'on traite et on comprend la physiopathologie en traitant. Donc c'est un chemin qui est conceptuellement inversé par rapport à ce qui se passe d'une façon générale en médecine. Donc ça, c'est ma façon de voir, et je pense que c'est l'une des causes des difficultés que l'on voit dans certaines formes de fibrillation atriale. Alors le PFA, comme vous l'avez si bien montré, je pense que ça va être le gold standard. Mais ce qui est intéressant, c'est plus le traitement de la fibrillation atriale persistante qui, elle, est responsable des décès, d'insuffisance cardiaque, etc. Alors, qu'est-ce que ça pourrait apporter par rapport aux autres sources d'énergie, sachant que finalement, le substrat intra-auriculaire gauche, on ne sait même pas ce que c'est, il correspond à quoi, électrophysiologiquement, comment le repérer, comment le traiter, est-ce que l'IRM peut apporter quelque chose, la cardiomyopathie atriale, il y a un tas de données qui nous laissent un petit peu confus sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est clairement la fibrillation persistante, c'est le challenge. La paroxystique, pour moi, c'est sous contrôle et vraiment très bien contrôlé. Persistante, on ne comprend pas les mécanismes de la fibrillation. Sur le substrat, il y a certainement un infiltrat fibro-graisseux
qui est impliqué. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. L'IRM n'a pas la résolution spatiale pour être vraiment précise à ce niveau-là. On a beaucoup d'effets de volume partiel parce que la paroi, c'est 2 mm d'épaisseur et c'est la taille des voxels de l'IRM. Donc, c'est pas la solution. On aura peut-être une meilleure évaluation avec les scanners photoniques dont la résolution spatiale est bien supérieure, mais ils n'ont pas encore la capacité sans doute qu'a l'IRM à bien identifier la graisse versus la fibrose, etc. Et donc pour moi, le plus grand espoir de comprendre la fibrillation et donc d'avoir une approche plus intelligente que ce que l'on fait actuellement pour les fibrillations persistantes, ce sont les cartographies électriques en fibrillation avec des cathéters dédiés, c'est-à-dire avec des toutes petites électrodes qui font 200 ou 300 microns, mais pas plus que ça, des espaces interélectrodes très réduits également, parce que c'est la seule manière de se débarrasser suffisamment des composantes far field qui viennent polluer le signal électrique que l'on recueille avec les cathéters dont on dispose actuellement. Et je pense que sans ça, on n'arrivera pas à avoir une approche qui soit un peu personnalisée pour chaque patient. Mais les approches standardisées fonctionnent pas mal, et notamment isolation des veines pulmonaires plus une ligne postérieure et l'ablation de la mitrale avec l'alcoolisation de la veine de Marshall. Il y a quand même maintenant au moins 3 essais randomisés contrôlés qui montrent la supériorité par rapport à l'isolation des veines pulmonaires. Donc ça, c'est assez encourageant, d'autant que ça a été obtenu avec la radiofréquence et que ce sera encore meilleur, je pense, avec l'électroporation. Et ça, c'est ce qu'on va utiliser, à mon avis, avant d'avoir une approche un peu plus ciblée sur la base des mécanismes propres à chaque patient. D'accord. Hagui, une courte question pour le professeur Marek. Okay, I want to thank you, Professor Marek, for your contribution to the successful event at TUMA 2026, focused on CSP pacing. I have a practical question. Did you recommend to implant every patient with CSP with a complete AV block for ejection fraction above 30%? And for the group, when ejection fraction is less to 40%, did you recommend to implant LOT CRT? The goal is to avoid upgrading. Okay, I'm not sure about the question because there were some problems with the connection. So the question is if to use LOT CRT for everyone? No, CSP? LOT CRT for low ejection fraction, and the CSP for normal ejection fraction for CSP pacing. Okay, I understand. Well, our approach is a little bit unique because we use conduction system pacing for everyone. We start with this regardless of the ejection fraction or indication, and only in CRT indicated patients we implant CS leads if that is not good enough. So for good ejection fraction, yes, every patient receives conduction system pacing upfront just to prevent pacing-induced cardiomyopathy and to have a better cardiac function, just based on the physiological principles. So yes, I believe that the upgrades will be avoided. Frankly, since we do that, and I do implant conduction system pacing for over 12 years now, I don't remember a single upgrade in my patients. While in the past, I have many of my CRT patients were upgrades. Right now, that's gone. So I think we will eliminate upgrades. When it comes to CRT population, it's crucial to do it well, because if you just implant the coronary sinus, left band branch area pacing lead, then yes, many of these patients will not be synchronized well, and you will have to upgrade and add CS lead. So if you are not sure about the quality of your conduction system pacing, then maybe LOT CRT upfront might be a good idea. Actually, it's per guidelines, you still implant the CS leads with the lead responsible for synchronization, so you are on the safe side from guidelines point of view if you do LOT CRT. And many of my colleagues follow this idea, so they do LOT CRT in everyone.
I do not. I think that if one lead does the good job, then the less leads is a better solution. So I reserve lot CRT only for difficult cases. But it's not a bad idea to implant in everyone. Yeah. Merci. Je crois qu'on va avancer vers la présentation du docteur Chatevi, qui va donc nous parler des études phares qui ont été présentées lors de ce grand congrès ERA 2026 Paris. Merci, Monsieur le Président. En fait, j'ai assisté au congrès et j'ai vu qu'il y avait des nouvelles tendances. C'est-à-dire que le congrès, il a montré qu'on se dirige vers d'autres paradigmes. Et je vais essayer, enfin j'espère dans les 15 minutes qui me restent, j'espère pouvoir vous donner un peu les nouvelles tendances. On ne va pas vraiment parler d'études, mais on va parler surtout de nouvelles tendances. On va commencer par la fibrillation auriculaire qui a occupé 70 à 80% des séances du congrès. Alors, pour la fibrillation auriculaire, le message principal, c'est que maintenant, il faut aller la chercher. C'est-à-dire il faut aller dépister la fibrillation auriculaire, y compris chez les patients qui sont asymptomatiques. Et dépister la fibrillation auriculaire, cela veut dire faire beaucoup d'électrocardiogrammes, faire beaucoup d'analyses Holter et faire surtout des analyses du rythme longue durée. Alors, les études qui ont été faites sur ce type de dépistage, de screening, ont été un peu décevantes et on va voir tout de suite pourquoi. L'étude, par exemple, Stroke Stop, qui a montré que l'électrocardiogramme fait, si on fait 2 électrocardiogrammes par jour pendant 2 semaines, n'allait pas apporter des éléments diagnostiques importants de dépistage de la fibrillation auriculaire. Et même quand on dépiste, on se rend compte qu'on ne prévient pas vraiment le risque d'accident vasculaire cérébral. Donc ça, c'est une étude, mais il y a beaucoup d'autres études qui sont arrivées à la même conclusion. Par exemple, sur les études qui ont été faites en dépistant les arythmies sur les devices, NOAA, AFNET et Artesia, ont bien montré que d'abord, on n'arrive pas à prévenir les accidents vasculaires, mais le pire, c'est qu'en mettant des traitements anticoagulants, on a plus de risques de saignement. Donc finalement, il y a quelque chose qui nous manque, il y a des trous dans la raquette. Et je pense honnêtement, et la tendance maintenant, c'est que le trou se situe là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment définir ce qu'on entend par fibrillation auriculaire, c'est-à-dire la charge rythmique. Tout à l'heure, le professeur Jaïs a bien insisté parce que c'est un nouveau concept et c'est un concept important sur lequel je pense dans l'avenir, il va falloir se focaliser. On a toujours défini la fibrillation auriculaire dans les recommandations en paroxystique persistante et permanente, mais cela ne suffit pas parce que on sait très bien que dans le génie évolutif de la fibrillation, ça évolue crescendo. C'est un problème de remaniement structurel et donc ça évolue crescendo. Et on détecte malheureusement la fibrillation auriculaire à un stade tardif de la maladie parce que le cours naturel, c'est que ça va en s'aggravant. On peut aussi définir la fibrillation auriculaire en disant voilà, il y a des fibrillations qui se terminent toutes seules, il y a des fibrillations qui ne se terminent qu'après une cardioversion médicamenteuse ou électrique. On a aujourd'hui dans notre arsenal beaucoup d'outils, des montres connectées, des objets connectés et on a aussi des Holter longue durée. Et se basant sur ça, il y a eu un consensus d'experts qui a été publié récemment et je vous invite à regarder ce consensus, il est très intéressant pour définir ce que c'est la charge rythmique, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Quand on dit c'est un patient qui a une fibrillation auriculaire et donc il va falloir le prendre en charge comme un patient en fibrillation auriculaire, c'est-à-dire prévenir les risques thromboemboliques, essayer de maintenir le rythme initial pour éviter qu'il ne fasse de l'insuffisance cardiaque, il faut savoir de quoi on parle. Donc cette conférence de consensus a essayé un peu de délimiter un peu le périmètre de la charge rythmique, ce que c'est. Cette charge rythmique, donc, elle peut être définie sur des enregistrements longue durée, donc sur un Holter implantable, ou sur la mise en place de patchs, mais en aucun cas, et ça c'est très important, l'enregistrement ne doit pas avoir une durée inférieure à 28 jours. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 28 jours, on commence à définir s'il y a oui ou non une charge rythmique. Et la charge rythmique est définie par le pourcentage de passage en arythmie sur la durée d'enregistrement. Et
et sur la durée de l'arythmie la plus longue. Donc ce sont ces deux paramètres-là qui définissent aujourd'hui la charge rythmique, et partant de cette définition, on a retrouvé un parallèle entre la charge rythmique en pourcentage et tous les facteurs de décompensation dont l'arythmie est responsable, c'est-à-dire le nombre d'hospitalisations, l'insuffisance cardiaque, la démence et les accidents vasculaires cérébraux et la cardiomyopathie, bien sûr, ainsi que la mortalité. Donc finalement, le raisonnement va se faire comme le global score du risque cardiovasculaire, c'est-à-dire vous allez avoir le CHAD score plus la charge rythmique, et plus le CHAD score est important et la charge rythmique est importante, va se retrouver dans le rouge. Donc c'est là où les patients vont avoir le plus de problèmes de morbimortalité, d'hospitalisation, d'accidents vasculaires cérébraux et d'insuffisance cardiaque. Donc la charge rythmique est importante, et je pense que définir les périmètres de la charge rythmique est quelque chose d'important, y compris pour voir quel a été le résultat de la mise d'un patient sous traitement ou le résultat après une procédure ablative. Donc ça, c'était le deuxième concept important, donc screening et la charge rythmique. Le troisième concept, c'est le concept de tachymyopathie atriale. On sait très bien que la fibrillation auriculaire, c'est une maladie rythmique, certes, mais avec le temps, il y a un remodelage qui se produit au niveau de l'oreillette, qui commence à être électrique et qui devient anatomique avec installation de fibrose. Tout à l'heure, professeur Jaïs, donc, il a bien dit que en fait, quand on est confronté à un problème de fibrillation, on ne sait pas vraiment à quel stade on est de la maladie. C'est pour ça que les résultats de la fibrillation persistante sont aléatoires. Parce que, en fait, on est confronté à un patient qui a de la fibrillation, on ne sait pas depuis quel temps elle tourne, et on n'a aucune idée sur le degré de remaniement qu'il y a au niveau de l'oreillette. Ce remaniement, et ça on le sait, c'est un remaniement progressif. Plus l'arythmie s'installe et plus l'arythmie est là, et plus ce remaniement va avancer. Donc on part d'un trigger à un problème de substrat, et ça c'est progressif. Alors cette progression dépend aussi de beaucoup de choses. Elle ne dépend pas que de la fibrillation, elle dépend aussi d'autres facteurs de risque comme l'hypertension, comme le surpoids, comme le diabète, comme les antécédents familiaux de fibrillation auriculaire. Donc il n'y a pas que la fibrillation auriculaire ou la taille de l'oreillette, il y a les autres facteurs de risque qui sont importants. C'est pour ça qu'on insiste maintenant dans la prise en charge de la fibrillation sur ces autres facteurs-là qui sont aussi importants que la fibrillation en elle-même. Donc on passe d'un remaniement électrique, comme vous voyez sur la diapositive de gauche, finalement à une fibrose, donc où progressivement on a du tissu mort au niveau de l'oreillette, et quand la fibrose s'étend, eh bien, la fibrillation va se perpétuer, et dans ces cas-là, les chances de réussite d'une cardioversion, qu'elle soit électrique, qu'elle soit médicamenteuse ou même qu'elle soit post-ablative, sont très faibles. Donc finalement, le dogme, c'est dès qu'on dépiste la fibrillation auriculaire, il faut traiter, essayer autant que possible d'obtenir un rythme sinusal par le traitement médical, ou en proposant peut-être une ablation, j'ose plus dire par radiofréquence, parce que maintenant il y a beaucoup d'énergie. Mais si la fibrillation avance et que le remaniement s'installe, eh bien les chances de réussite deviennent très très faibles d'obtenir une fibrillation auriculaire. Et là, la mésédite, le patient risque de faire de la fibrillation, il risque de faire de l'insuffisance cardiaque, il risque d'avoir beaucoup d'hospitalisations à cause de ça, et la mortalité devient importante. Donc, plus tôt on intervient, et mieux c'est. Ça, c'est le deuxième message. Alors, la fibrose, donc là, beaucoup d'études ont montré que la fibrose, elle est progressive. Elle commence à être patchy, c'est-à-dire c'est des îlots de fibrose. Là encore, c'est encore jouable pour obtenir un rythme sinusal, y compris en proposant une technique ablative, mais dès que la fibrose devient dense et qu'elle devient répartie sur tout le myocarde auriculaire, il est très difficile de penser à obtenir un rythme sinusal. Donc, est-ce qu'on peut revenir en arrière et obtenir un remodelage inverse? La réponse a été oui. Alors oui, mais à une seule condition, si on agit très très tôt dans l'évolution de la maladie, et ça c'est le principal message. Donc, si on attend, c'est qu'on va laisser le remodelage se faire. Dès qu'on a une fibrillation auriculaire qui s'installe, il faut toujours penser rythme sinusal, je pense, pour tous nos patients. Maintenant, quand est-ce qu'il faut intervenir? Alors, le message, c'est d'intervenir le plus tôt possible.
Là, je vous montre l'étude d'Alessi et Wiefel, donc en 1995, qui est l'arythmie, elle perpétue l'arythmie, donc c'est atrial fibrillation begets atrial fibrillation. Et cette étude-là montre que dans la réalité, c'est ce qui se passe. Je vous ai montré une étude qui a été présentée plusieurs fois dans plusieurs sessions, c'est l'étude EAST-AFNET 4. Donc l'étude EAST-AFNET 4 a comparé deux bras. Donc un bras où on s'abstient à obtenir un rythme sinusal par le traitement médical, par une cardioversion ou par un traitement par une technique ablative, et un bras où on est conventionnel. Et comme vous voyez bien ici, les deux bras sont tout à fait comparables au niveau de l'âge, au niveau du SATS-VAS score, au niveau du caractère permanent, persistant ou paroxystique de la fibrillation. Et on a bien démontré dans cette étude que quand dans le bras contrôle précoce du rythme cardiaque, c'est-à-dire obtention d'un rythme sinusal, on gagne sur le plan mortalité cardiovasculaire, sur le plan risque d'accident vasculaire, sur le plan hospitalisation et sur le plan aussi syndrome coronarien aigu, post-ablation, ça aussi c'est sorti. Donc, les recommandations depuis maintenant 2024, c'est pour les fibrillations auriculaires qui ont une ancienneté de moins de 12 mois, en classe 2A-B, il faut essayer d'obtenir un rythme sinusal. Je ne dis pas en faisant une ablation, mais ça peut être aussi un traitement médical ou bien sûr la maîtrise des autres facteurs de risque, c'est-à-dire pousser les patients à maigrir, à avoir une certaine hygiène de vie, traiter l'hypertension artérielle, etc. L'étude EAST-AFNET 4 a aussi montré que dans le bras où on contrôle le rythme, on a une charge rythmique qui devient beaucoup plus importante en termes de AF burden. Et elle a montré aussi que plus la charge rythmique est importante et plus le risque de mortalité, d'accident vasculaire et d'hospitalisation. Donc là, on ressort bien la notion de charge rythmique qui aujourd'hui est le paramètre et l'indicateur principal qui nous dit si ça va ou si ça ne va pas, si ça a bien marché ou si ça ne marche pas bien. Et donc la conclusion donc, de toutes ces études-là, c'est de dire que plutôt on intervient dans l'historique de la fibrillation MIEC, donc il faut essayer d'obtenir le plus tôt possible un rythme sinusal et le maintenir, et que le paramètre sur lequel on se base, c'est la charge rythmique et la réduction de la charge rythmique qui sera dorénavant et désormais notre paramètre de référence. Maintenant, l'autre volet important qui a été traité en détail au cours de l'ERA 2026, c'est l'interaction de la fibrillation et de l'insuffisance cardiaque. Alors, on se pose toujours la question, est-ce que la fibrillation auriculaire induit l'insuffisance cardiaque ou le contraire? Vous allez voir que c'est les deux à la fois, que si on regarde les études faites sur l'insuffisance cardiaque à fonction systolique réduite, où la fraction d'éjection des patients est inférieure à 35%, la fibrillation auriculaire est un tournant évolutif de la maladie, et c'est un très mauvais tournant parce que dès que la fibrillation s'installe, tous les problèmes commencent en termes de morbimortalité et d'hospitalisation. Dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, la fibrillation reste un élément de mauvais pronostic, mais la fibrillation est une partie prenante de la maladie parce que la fibrillation auriculaire, dans les études, on a bien démontré qu'elle survenait aux alentours de l'installation de la fibrillation auriculaire, c'est-à-dire qu'il y a un remaniement de l'oreillette qui survient dans les suites de cette maladie, qui est l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, et la fibrillation auriculaire est un facteur, bien sûr, qui intervient comme une partie prenante et un facteur qui intervient comme un facteur pronostic de morbimortalité de cette maladie. Retenez que la fibrillation auriculaire dans l'HFpEF survient dans les 2 ans qui suivent, dans les 2 ans qui sont autour de la survenue de cette maladie. Et bien sûr, la maîtrise et le contrôle de l'insuffisance cardiaque est d'autant plus mauvais que la charge rythmique de ces patients est importante. Et on a même démontré sur certaines études que dans l'HFpEF,
on arrive, en fait, par certains paramètres de monitoring, à prédire la survenue de la fibrillation. Et dès qu'elle survient, vous voyez la courbe de droite, la morbimortalité devient importante. Maintenant, comment détecter la fibrillation auriculaire? Il est très difficile de la détecter sur des ECG standards ou même sur des Holters. On voit très bien ici que la rentabilité des enregistrements longue durée, notamment du Holter longue durée, est plus importante, 58% de détection par rapport à l'ECG conventionnel et par rapport aux techniques Holter. Alors, dans la fibrillation auriculaire, il faut savoir que l'insuffisance cardiaque est sous-diagnostiquée. Vous voyez ce registre britannique qui montre bien que sur toutes les fibrillations, on ne détecte que dans 18% l'insuffisance cardiaque et qu'il y a d'autres 18%, dans d'autres 18%, les patients sont sous diurétique, mais on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils sont essoufflés. En fait, c'est des patients qui font de l'insuffisance cardiaque. Donc, il faut dépister l'insuffisance cardiaque systématiquement chez les patients qui sont en fibrillation auriculaire. Et le message, c'est justement de la rechercher parce qu'elle existe dans un grand pourcentage des cas. Donc, pour conclure, il y a une interaction, mais cette interaction doit se voir dans le spectre, dans le spectre du continuum métabolique cardiovasculaire, c'est-à-dire l'âge, l'obésité, les maladies métaboliques, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, l'apnée du sommeil. Et c'est là où la fibrillation trouve son nid et c'est là où elle va évoluer du paroxystique au permanent et elle va s'installer. Et dès qu'elle s'installe, le pronostic en termes de morbimortalité pour ces patients-là, HFpEF ou HFrEF, devient important. Donc ça, c'est le volet fibrillation. Alors pour le volet arythmie ventriculaire, alors il y a maintenant un regain d'intérêt à revoir un peu les indications MADIT. Vous savez très bien que l'étude MADIT, c'est une étude qui a été menée dans le post-infarctus chez les patients qui ont une fraction d'éjection inférieure à 30%. Et l'étude MADIT a bien montré que quand la fraction d'éjection est inférieure à 30%, on a une mortalité qui est importante chez ces patients-là. Et c'est pour cela que chez ces patients, en prévention primaire, on opte pour la mise en place d'un défibrillateur. Alors, depuis 2002, beaucoup de choses se sont passées. On a maintenant un arsenal thérapeutique qui est important. On a la resynchronisation. On sait aussi revasculariser nos patients. Et quand on voit les différentes études menées depuis MADIT2, on se rend compte que finalement, le nombre de chocs appropriés diminue au fur et à mesure qu'on avance. De 2002 à 2014, on passe de 17% à 1%, c'est-à-dire 1% de chocs par an chez des patients qui sont implantés par un défibrillateur. Et ceci pourquoi? Parce qu'on sait maintenant maîtriser les bêta-bloquants, on sait les prescrire, les minéralocorticoïdes, avec maintenant les nouveaux minéralocorticoïdes, notamment la finérinone, les ARNI, les inhibiteurs de SGLT2, la resynchronisation cardiaque et pourquoi pas la stimulation aussi des voies de conduction, et maintenant la revascularisation, on sait revasculariser nos patients, et c'est ainsi qu'on a pu diminuer la mortalité des patients et particulièrement le risque de mort subite. Quand on compare l'étude Paradise-MI, qui est une étude qui n'a pas été positive en faveur du sacubitril/valsartan, mais qui a quand même montré qu'il y avait une diminution nette de la mortalité subite par rapport à une population comparable dans l'étude Valiant 2005, donc on compare une étude de 2005 à 2021, on voit très bien qu'il y a une diminution de la mortalité subite au fil du temps, parce que essentiellement, on sait maîtriser aujourd'hui le risque cardiovasculaire, on resynchronise nos patients et puis on a un arsenal thérapeutique qui nous permet d'avoir ce que l'on appelle et ce qu'on ose appeler maintenant un remodelage inverse. Et cette étude a aussi montré que dans Paradise-MI, les risques de mort subite surviennent dans les premières semaines, voire dans le premier mois qui suit l'infarctus, et au-delà, le risque devient beaucoup moins important. Ceci s'explique par le fait que le traitement médical, il met du temps pour agir et dès qu'il agit, le risque de mort subite devient moins important. On est bien sûr toujours sur des cardiopathies ischémiques. Alors pourquoi cette réflexion? Pour une raison essentiellement financière, mais pas que. Il y a aussi les complications du défibrillateur qui, il ne faut pas l'oublier, tout type confondu, monochambre, double chambre, sous-cutané, sont de l'ordre quand même de 15%.
Alors, cette étude PROFID, c'est une étude qui a été publiée dans le European Heart Journal en 2024. Elle a bien démontré, regardez ici pour les patients qui n'ont pas de défibrillateur, que en fait, le risque de mort subite, comme ça a été bien dit tout à l'heure, il est de 3,4% après 36 mois, c'est-à-dire pratiquement 1% de risque de mort subite par an, ce qui est quand même un risque faible. Ça nous amène à réfléchir sur les indications de défibrillateurs en prévention primaire. C'est pour cela qu'une étude maintenant, PROFID-ERA Trial, est en cours justement pour matcher optimisation du traitement médical plus défibrillateur et tout simplement optimisation du traitement médical. J'espère qu'on aura bientôt les résultats de cette étude et j'espère que des guidelines sortiront après la publication de cette étude. Alors, beaucoup de travaux ont été faits aussi sur la définition du risque, parce qu'on ne peut plus, comme on a bien expliqué, se fier à la fraction d'éjection ventriculaire gauche pour définir le risque cardiovasculaire. L'IRM, on a beaucoup de données sur l'IRM, sur la zone de fibrose et particulièrement sur la gray zone, la zone grise autour de la fibrose. Plus elle est importante, plus le risque cardiovasculaire est important. Beaucoup d'études ont été faites dans ce sens. Vous voyez bien que quand on mesure la densité de cette zone grise à l'IRM, on voit que plus la zone grise est importante et plus le risque cardiovasculaire est important. Donc, à la place de regarder la fraction d'éjection, si on regarde la densité de la fibrose et particulièrement dans la zone grise, on peut être plus pertinent, et là cette étude l'a bien montré, plus pertinent sur les indications des défibrillateurs, mais tout ça, bien sûr, ça amène à réflexion et tout ça, j'espère que ça va bientôt se matérialiser sous forme de nouvelles guidelines. Aussi, il n'y a pas que la paroi du ventricule, mais il y a aussi les coronaires. Aujourd'hui, avec les techniques de coroscanner, on arrive à définir la densité de la plaque et on arrive à définir ce qu'on appelle le Fat Attenuation Index, qui nous permet de savoir s'il y a des plaques instables ou non, qui est aussi un élément qu'on peut pouler dans le pronostic de ces patients. Alors, tous ces éléments, ce sont des paramètres et demain, on aura bien sûr des modèles de prédiction qui vont nous permettre de calculer avec une exactitude, avec une certaine pertinence, le risque de mort subite chez les patients qui ont une cardiopathie ischémique. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui sont en train d'être faites, beaucoup d'études, mais on n'a pas encore de cut-off, on n'a pas encore de résultats qui sont probants. J'espère que des études prospectives pourront nous éclaircir pour pouvoir restreindre les indications de défibrillateurs qui sont maintenant quasi systématiques en prévention primaire dans la cardiopathie ischémique. Dans la cardiopathie hypertrophique, le focus est toujours sur l'IRM. On sait très bien que dans la cardiopathie hypertrophique, la majeure partie des facteurs de risque, ce sont des facteurs essentiellement morphologiques. Donc l'IRM garde sa place, mais plus que l'IRM, c'est la densité, c'est l'étude de la densité de la fibrose qui est maintenant importante, et un cut-off de 10% de réassement tardif donne un risque de mort subite important dans les cardiopathies hypertrophiques. Pour les morts subites, maintenant, on a un regain d'intérêt de la génétique. Vous savez que la mort subite, donc, ça peut être une cardiopathie ischémique, une myocardiopathie, ça peut être une chalénopathie, ça peut être une cardiopathie congénitale et ça peut être non expliqué. Les études génétiques maintenant systématiques ont montré que dans la majeure partie des cas, on trouve quelque chose. La majeure partie des cas, c'est-à-dire 10% des morts subites non expliquées, mais 20% si on fait une étude détaillée des exomes, on trouve généralement quelque chose. Donc c'est important pour le patient lui-même s'il est ressuscité, mais c'est important aussi pour nous et pour l'enquête familiale. Voilà donc ce que j'avais à dire. Pour conclure, donc, je dirais qu'il y a un changement de paradigme depuis 2006. Moi, je suis sorti avec de nouvelles idées. La première notion, c'est la cardiomyopathie atriale, plus on traite et mieux c'est en termes de pronostic et de prévention des sciences cardiaques, que l'ablation par radiofréquence devient de plus en plus en première ligne parce qu'on est déçu par le traitement médical, que l'électroporation est une technique qui, étant plus sûre, plus rapide, elle va peut-être devenir le standard, donc en termes d'ablation de fibrillation auriculaire, et que plus tôt on intervient dans la fibrillation auriculaire, mieux c'est,
particulièrement chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque et chez les jeunes patients. Donc pourquoi attendre? Donc ça, c'est le message important. En matière de défibrillateur, alors il faut chercher au-delà de la fraction d'éjection inférieure à 30%. Donc il y a des données maintenant génétiques et d'imagerie qui nous permettent d'affiner un peu plus les indications. J'espère que les études le montreront et j'espère que dans les guidelines, ceci nous permettra de limiter ainsi le nombre d'implantations. Donc les décisions seront dorénavant personnalisées pratiquement et l'intérêt donc de l'IRM et des enquêtes familiales. Donc, prévention pour la prévention primaire. Un petit mot sur l'intelligence artificielle. Maintenant, on est en train de valider de plus en plus donc, les techniques d'enregistrement mobile, c'est-à-dire les montres connectées, les objets connectés d'une façon générale. Et on est en train de traquer les arythmies qui sont infracliniques. On est en train de mettre en place maintenant des modèles de prédiction qui nous permettront, donc, grâce à l'IA, d'avoir de nouvelles réflexions et de faire des rapports plus structurés. Donc, les nouveaux paradigmes, donc, il faut être pas réactif, mais il faut être plutôt proactif, donc aller chercher la maladie, essayer de la traiter avant qu'elle ne se complique. Alors, en termes de device, donc, il faut plutôt chercher le substrat, il faut oublier peut-être la fraction d'éjection. Et en termes de délai, il ne faut pas attendre, il faut agir rapidement et très tôt dans le début de la maladie, particulièrement pour la fibrillation auriculaire. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Rafiq, pour ce tour d'horizon. En fait, tu as titillé toutes les problématiques de la rythmologie et ça pourrait alimenter une semaine de discussion de toute la rythmologie, depuis l'oreillette jusqu'au ventricule et les défibrillateurs, etc. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à mes collègues modérateurs, en commençant à ma droite avec Wassim. Merci beaucoup, Sirafir, pour ce tour de raison. En fait, c'est très intéressant de parler actuellement d'une charge rythmique, de plus se concentrer sur AXA paroxystique, AXA persistant, et on commence un petit peu à passer effectivement vers une notion un peu personnalisée de cette prise en charge de cette fibrillation atriale, de compréhension de cette maladie. Malheureusement, on est encore loin d'intégrer toutes les données, notamment les données d'imagerie, notamment la lecture de l'électrocardiogramme, notamment par l'intelligence artificielle, comme vous l'avez bien dit, etc. Mais la question, elle va dans cette recherche de cette fibrillation atriale, notamment via ces objets connectés. On a toujours appris que la fibrillation atriale, c'est une pathologie qui est un petit peu symptomatique. Le patient se présente chez le médecin, on fait un électrocardiogramme, on fait un enregistrement. Est-ce qu'aujourd'hui, la fibrillation atriale qu'on est en train de détecter par des objets connectés, par cette montre connectée, eh ben, c'est la même maladie? Ou est-ce que c'est autre chose? Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans l'ère de la surdétection d'une fibrillation atriale? Et est-ce qu'on a le droit d'aller ablater un patient qui a détecté une fibrillation atriale sur une montre connectée? Alors, c'est exactement ça la problématique. C'est une question très importante parce que, en fait, à partir du moment où vous avez une fibrillation auriculaire sur un électrocardiogramme chez votre patient, ça sous-entend que la charge rythmique déjà est importante. C'est pour ça que sur un électro conventionnel, on la détecte. Maintenant, si sur un objet connecté, on la détecte, ça ne veut pas dire qu'on a une charge importante. C'est pour ça qu'on a limité le périmètre, justement, de la charge rythmique. Un épisode de fibrillation auriculaire comme ça qui survient sur une montre connectée ne veut pas dire qu'on fait de la fibrillation auriculaire. Il faut avoir une certaine charge rythmique qui correspond à un pourcentage de passage en fibrillation auriculaire sur une période de temps pour dire qu'on a une fibrillation auriculaire et pour commencer justement à aller vers l'axe prévention des accidents thromboemboliques et prévention de l'insuffisance cardiaque et de la persistance de la fibrillation auriculaire. Et chez ces patients qui vont détecter de la fibrillation atriale de façon paroxystique sur ces objets connectés, est-ce que vous serez pour les mettre sous antiarythmique déjà? Et est-ce que ça ne va pas masquer en fait une maladie débutante, notamment la cardiomyopathie atriale qui s'installe? C'est là où le raisonnement devient intéressant parce qu'en fait on ne peut pas se fier qu'à l'électrocardiogramme, il y a d'autres facteurs. C'est-à-dire si je suis face à un patient qui est obèse, qui est hypertendu, qui a un certain âge, qui est symptomatique, bien sûr mon raisonnement va être différent que de voir une fibrillation auriculaire chez un patient qui est plutôt jeune, qui est maigre, qui n'a pas de gros facteurs de risque. Donc en fait, après il faut voir la globalité de la chose parce que la fibrillation auriculaire, généralement,
il y a plusieurs profils. Et le profil de la fibrillation auriculaire chez le patient qui a de gros facteurs de risque, la fibrillation du sujet jeune, et la fibrillation auriculaire qui survient chez un patient qui fait de l'insuffisance cardiaque, et la fibrillation auriculaire. Donc ça dépend, c'est-à-dire que notre raisonnement dépendra d'autres facteurs. D'où aussi l'intérêt des modèles de prédiction demain dans l'avenir. Oui. Merci beaucoup, c'est la FIRC. Donc, vous insistez beaucoup sur l'importance de dépister la charge de la fibrillation, beaucoup plus dépister la fibrillation en elle-même, puisque aujourd'hui actuellement, on n'a pas vraiment de données probantes sur l'intérêt d'anticoaguler systématiquement une affaire qui a été découverte sur une montre connectée, ou peu importe. Alors, en l'absence de cutoff clair et défini dans les recommandations, est-ce que vous retenez, par exemple, vous, dans votre pratique quotidienne, un seuil, par exemple la durée cumulée d'AFA, dans votre prise de décision quant à ou pas anticoaguler un patient au-delà du simple Chatsova? Est-ce que, comme par extrapolation, dans les études, on dit souvent, dans la fenêtre, c'est moins de 6 minutes et pas d'intérêt, au-delà de 24 heures, tout l'intérêt y est, et de la zone grise entre 6 minutes et 24 heures. Est-ce que vous, dans votre pratique quotidienne, en absence de cutoff clair, est-ce que vous prenez une charge particulière par rapport à vos patients? Encore une fois, bien sûr, on n'a pas, nous, d'enregistrement qui dure plus de 8 jours. On commence déjà à avoir des enregistrements qui durent 7 jours. Ça donne déjà des indications. Mais comme je l'ai bien dit, on a toujours été déçus par les détections de courts passages en fibrillation. D'ailleurs, les deux études, donc Artesia et l'étude NOAA-AFNET, donc ils ont bien démontré que si en s'acharne à traiter ces patients-là, on a plus de risques hémorragiques que de bénéfices en termes de prévention des complications thromboemboliques. Donc il faut être très méfiant par rapport donc, à ces enregistrements. C'est pour ça que dans ma pratique, si bien sûr le patient il a une fibrillation auriculaire sur mon électrocardiogramme, pour moi il a une fibrillation auriculaire. Après, si j'ai un court passage en fibrillation sur un holter, j'essaye de voir les autres facteurs de risque et puis j'essaie de voir les symptômes. Donc avant de prendre une décision. Donc il y a la décision, c'est-à-dire que la décision de traiter ou non est plutôt multifactorielle qu'une décision qui se base sur la simple détection. Vous ne fixez pas un seuil particulier en termes de charge sur un holter? Alors bien sûr, si sur le holter, ça ne s'arrête pas. Alors il y a des fois des holters où on trouve des heures et des heures de fibrillation auriculaire chez des patients symptomatiques. Il est clair que c'est des patients, là il faut y aller. Mais si on a des courts passages, des fois on a des passages qui sont de moins de 30 secondes, qu'est-ce qu'on en fait? Alors moi à ce moment-là, j'essaie de voir les symptômes, j'essaie de voir les autres facteurs de risque et je décide après. D'accord, merci. Oui, j'ai bien aimé le résumé fait par notre ami Dr Chentewi qui a bien regardé le congrès de l'ERA et a fait ses conclusions. Et malheureusement, c'est un constat triste que notre réalité tunisienne, elle est très loin de toute cette ambition de traiter, de dépister la fibrillation auriculaire. Dépister, d'accord, mais à quel prix, par quels moyens? Ça coûte déjà. Démarrer un traitement anticoagulant sur le coût indirect, c'est bénéfique pour les patients parce que ça réduit la mortalité, ça réduit les AVC. Donc, mais en coût direct, les anticoagulants restent quand même chers et malheureusement ne sont pas remboursables pour le moment. Maintenir le rythme d'une façon la plus précoce possible, ça on le sait. Autant c'est l'ablation, elle est supérieure au traitement antiarythmique, mais l'ablation malheureusement elle n'est pas accessible à tout le monde. Probablement peut-être 1% des patients éligibles, je dirais éligibles à une technique ablative. C'est à cause aussi du coût, du manque de remboursement. Et après aussi la surveillance par quel moyen avec les holters répétés, etc. Donc ça c'est la réalité. La fibrillation malheureusement coûte très cher dès le diagnostic et son traitement. Elle coûte pour la population générale, elle coûte pour la santé publique. Et nous, on est en train de discuter vraiment à la tête de l'iceberg. Ce qui reste vraiment basique, c'est la prévention de la fibrillation auriculaire. Et ça passe bien sûr par le traitement efficace de l'hypertension, de diabète, de l'obésité, d'encourager des troubles de sommeil, d'encourager l'activité physique. Donc tout ça, vraiment, on doit revenir au basique pour réduire au maximum le risque de fibrillation auriculaire. Comme tu l'as dit, c'est un tournant évolutif et c'est un marqueur finalement d'une cardiopathie qu'on pourrait éviter bien loin par les mesures préventives. C'est juste des commentaires.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on ne peut pas partir sur une escalade thérapeutique si on n'a pas l'adhésion du patient par rapport à un certain programme et à certaines mesures hygiéno-diététiques. On a vu des fibrillations disparaître quand les patients perdent du poids, c'est-à-dire que perdre du poids, de l'activité physique, traiter l'hypertension artérielle. Donc tout ça va de soi, traiter l'apnée du sommeil. Si le patient n'adhère pas au traitement, c'est un facteur d'échec déjà de la technique ablative. Donc il est clair qu'on ne peut pas concevoir une escalade thérapeutique si le patient n'adhère pas au projet. Maintenant, le plus maintenant, ce qui ressort, parce qu'on a eu beaucoup d'études, on a eu par exemple l'étude Cabana, qui n'ont pas montré de critères durs en faveur du maintien du rythme sinusal. Aujourd'hui, on a des critères durs en termes de morbimortalité, en termes d'hospitalisation, en faveur du maintien du rythme sinusal. Je ne dis pas de l'ablation par radiofréquence, mais du maintien du rythme sinusal, parce qu'on arrive bien sûr à maîtriser certains patients par le traitement médical et bien sûr par la simple maîtrise des facteurs de risque. Maintenant, l'ablation reste bien sûr l'option finale en cas d'échec, mais je pense qu'il faut... pour rester scientifique, ça reste une option. Maintenant, bien sûr, on a nos moyens. On vit dans un pays où, bien sûr, cette technique-là, son abord est difficile, elle coûte très très cher, elle n'est pas à la portée de tout le monde. Je le déplore et je pense qu'il faut travailler là-dessus pour essayer de faire en sorte qu'elle soit accessible au maximum de personnes, je pense. Moi, je pense que, comme l'a dit Wasf, tout ce qu'on a comme loi, on l'a légiféré depuis des dizaines d'années sur une fibrillation auriculaire documentée par un ECG de surface ou par un moniteur externe. Pour revenir à la définition, donc on a bâti toutes les lois, le chat de Sauva, le risque thromboembolique, quand faut-il idéalement intervenir pour faire une ablation, une cardioversion, tout ça on le sait. Mais malheureusement, avec la technologie qui nous envahit, on n'est plus dans le même cadre. C'est-à-dire que quand tu offres une montre connectée à ta grand-mère, je ne sais pas si tu lui rends service. Parce que plus tu augmentes le temps de suivi et plus tu vas dénicher des choses, plus tu vas relever des accès de fibrillation atriale. Est-ce que c'est de la fibrillation atriale ou c'est un embryon de fibrillation atriale? Et ça ne se traite probablement pas de la même façon. Puis, si on est arrivé à documenter une FA, c'est parce qu'elle est suffisamment prévalente pour être documentée. Donc, on n'est pas du tout dans le même cadre. Ça, c'est d'une part. D'ailleurs, on a voulu anticiper avec les anticoagulants pour anticoaguler les malades qui ont une FA dite infraclinique, c'est-à-dire dépistée par les devices, les stimulateurs ou les défibrillateurs ou les holters implantables. On n'a pas obtenu grand-chose. Dans une étude, on a augmenté le risque hémorragique. Dans la deuxième étude, il y avait autant de bénéfices que d'hémorragie. Bon, je ne sais pas si c'est intéressant de donner des anticoagulants à quelqu'un en lui disant « Monsieur, on va vous prévenir les aphésies ischémiques, mais vous aurez quand même un risque d'AVC hémorragique. » Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. En fait, l'idée, le rationnel est très, je veux dire, c'est un vœu pieux. Le rationnel est très intéressant. On veut s'installer avant l'AVC. Ça, je le reconnais parce que un tiers ou un quart des accidents vasculaires cérébraux dus à une fibrillation atriale, en fait, l'événement cérebral est le premier événement clinique. Et là, c'est foutu. Les neurones sont déjà morts. Et donc, on cherche des artifices à intervenir avant. Alors, si on est devant une FA documentée, etc., on a les lois qu'il faut pour mettre des anticoagulants. Après, sur une montre connectée ou une FA infraclinique, franchement, je n'ai pas de réponse. Et la science n'a pas de réponse pour l'instant. Tout ce qu'on sait, c'est que quand la FA dure plus de 24 heures, les AHRE sur l'électrode atriale interne, aussi le chat de Sauva est supérieur à 4. Là, oui, il est intéressant d'anticoaguler. Pour le reste, on ne sait pas. Quand ça dure moins de 6 minutes, ce sont des arythmies qui n'ont aucun intérêt. Après, est-ce qu'il va falloir proposer des ablations trop précoces?
ou un traitement médical précoce, parce qu'on a dépisté une FA sur une montre ou sur une électrode implantée, ça je n'en sais rien. Peut-être aussi qu'on va être dans la pléthore et dans le sur-risque et dans la hétérogénie, parce qu'il ne faut pas oublier que les médicaments et l'ablation, etc., d'abord, ça a un coût financier, mais aussi ça a un coût physique. Il y a des risques qui sont incontestables. Ça, par rapport à la fibrillation atriale et au fait qu'il faille agir tôt, oui, mais dans les effets classiques, de nouveau, de moins d'un an, paroxystique, etc. Alors, pour le ventricule, là aussi c'est important, pour le ventricule, on est en train de se baser sur des études ancestrales pour indiquer le défibrillateur, c'est-à-dire MADI2, c'est 2002, il y avait à peine les IEC, et les bêta-bloqueurs étaient très contestés, on avait peur de passer de la contre-indication à l'indication. Donc, finalement, on est en train de se baser sur des arguments ancestraux pour implanter des DEF prophylactiques. En réalité, la quadrithérapie, on le voit devant nous, améliore notablement les patients et améliore le ventricule gauche sur le plan anatomopathologique. Et il faut probablement attendre beaucoup plus longtemps que 3 mois parce qu'un grand nombre de patients vont récupérer. Avec les ARNI, les bêta-bloqueurs, les antagonistes des minéralocorticoïdes, etc. Un grand nombre va récupérer, donc 3 mois, c'est probablement pas assez, et on évitera certainement un nombre important de défibrillateurs dont l'aspect morbide n'est plus à contester, parce qu'on sait que ces malades-là vont faire des chocs inappropriés, des endocardites, etc. Donc voilà, on a passé de bons moments scientifiques. Ce Channel touche à sa fin. Alors, tous nos remerciements s'adressent à nos invités, les orateurs, professeur Jaïs, le professeur Marek, docteur Chatev, ici présent avec nous, nos modérateurs, sans oublier KTBio, Boston Scientifique, qui ont assuré le support logistique de cette session. Sans oublier, bien sûr, nos amis ici présents dans la régie de Imagine Events qui ont brillamment assuré le support technique de ce studio. Et merci et à la prochaine.